Et si l'une des plus puissantes familles de l'histoire avait façonné la mondialisation bien avant que le mot n'existe. On connaît tous les Rothschild, ces banquiers qui ont financé des royaumes et des guerres en Europe. Mais à l'Est, loin des projecteurs, une autre dynastie a bâti un empire invisible, encore plus vaste et plus complexe. Je parle des Sassoun, des exilés de Bagdad qui sont devenus les maîtres du commerce mondial. Leur histoire, c'est celle du pouvoir, du profit et des contradictions morales qui ont forgé notre monde moderne. Notre voyage commence à Bagdad, au cœur de l'Empire ottoman. Nous sommes en 1792 et David Sassoun vient de naître. Son père est le trésorier du gouverneur local, une position prestigieuse. Depuis des générations, sa famille prospère dans le commerce, tissant des liens entre la Perse, l'Inde et le Golfe. Mais dans un empire instable, la richesse attire toujours la méfiance du pouvoir. Et en 1829, le couperet tombe. Les Sassoun tombent en disgrâce. David, l'héritier, n'a pas le choix. Il doit fuir. Il quitte Bagdad avec sa famille, sa foi juive comme seul guide et un savoir-faire inestimable, l'art du commerce. L'exil le mène à des milliers de kilomètres de là, à Bombay, une colonie britannique en pleine ébullition. Ici, David Sassoun n'est personne. Il n'a ni titre, ni terre, ni éducation occidentale. Mais il possède une chose que personne d'autre n'a, une intelligence redoutable des réseaux. Il comprend le monde comme une immense carte commerciale. Il sait ce que les Britanniques veulent acheter, ce que l'Inde peut produire et surtout, ce que la Chine désire désespérément. Il commence modestement, en négociant du coton, du fil, des textiles. Mais sa véritable force, c'est de bâtir des ponts humains. Dans une ville comme Bombay, fragmentée par la religion et les castes, il crée un réseau de confiance unique. Il unit des marchands juifs, des producteurs indiens et des intermédiaires arabes. Son entreprise devient bien plus qu'une simple maison de commerce. C'est un empire logistique avant l'heure. Mais pour bâtir une fortune colossale, il faut un produit à la demande infinie. Et c'est là que l'histoire des Sassoun prend une tournure bien plus sombre. Ce produit, c'est l'opium. Alors que l'Empire chinois tente désespérément d'interdire ce narcotique qui ravage sa population, la demande explose sur le marché noir. Les Britanniques, à travers la puissante Compagnie des Indes orientales, voient là une opportunité en or pour équilibrer leur balance commerciale. David Sassoun ne se salit pas les mains directement. Il n'est pas un trafiquant de ruelles. Il est le cerveau financier derrière tout le système. Il finance les producteurs, assure les cargaisons et organise le transport. Ses entrepôts à Bombay et plus tard à Hong Kong deviennent les plaques tournantes qui alimentent toute l'Asie. C'est un commerce parfaitement légal sous la loi britannique, mais absolument dévastateur pour la société chinoise. Et c'est ici que naît le grand paradoxe Sassoun. Une stratégie moralement condamnable, mais économiquement imbattable. Dans les années 1840, la société David Sassoon & Co. est devenue une puissance mondiale. Ses navires rapides, les Clippers, sillonnent les mers sous pavillon britannique. Chaque roupie gagnée dans le commerce de l'opium est immédiatement réinvestie, non pas dans le luxe, mais dans les infrastructures. Les Sassoun construisent des ports, financent des hôpitaux, des écoles, des synagogues. Ils ne vendaient pas seulement des produits, ils construisaient les routes pour les vendre. Ils ont compris que le vrai pouvoir n'était pas dans la marchandise, mais dans le contrôle de la chaîne logistique. Leur génie est de toujours avoir un coup d'avance. Quand la guerre de sécession américaine éclate et bloque les exportations de coton vers l'Europe, les usines anglaises sont au bord de la faillite. Qui contrôle le coton indien, prêt à prendre le relais? Les Sassoun. Quand la Chine est forcée d'ouvrir ses ports après les guerres de l'opium, qui sont les premiers à s'y installer et à dominer le marché? Encore, les Sassoun. Shanghai devient leur nouveau terrain de jeu, leur nouvelle capitale. À Shanghai, les Sassoun transcendent leur statut de marchands. Ils deviennent des financiers d'envergure mondiale. Ils financent les docks, les entrepôts, les premiers chemins de fer. Leur siège majestueux sur le Bund, l'avenue la plus prestigieuse de la ville, devient le symbole éclatant du capitalisme colonial. La presse occidentale, fascinée par leur ascension fulgurante, leur donne un surnom qui restera dans l'histoire, les Rothschild de l'Est. Leur intégration est totale. Albert Abdullah Sassoun, le fils aîné de David,
quitte l'Asie pour s'installer à Londres. Il se lie d'amitié avec le futur roi Édouard VII, il est anobli par la reine Victoria elle-même et entre par la grande porte dans la haute société britannique. En l'espace d'une seule génération, ces exilés de Bagdad, ces marchands d'Orient, sont devenus des aristocrates de l'Empire britannique. Une respectabilité durement acquise qui cache un secret de famille. Cette fortune immense, cette influence politique, repose sur l'opium, un commerce que l'histoire officielle préfère aujourd'hui oublier. Pourtant, avec cet argent, les Sassoon deviennent d'immenses philanthropes. Ils bâtissent des hôpitaux ouverts à tous à Bombay, des synagogues et des écoles à Shanghai, et financent des fondations culturelles à Londres. Ils deviennent les mécènes d'un empire qui, sans leur génie financier, n'aurait peut-être jamais atteint une telle ampleur. Ils incarnent le capitalisme dans toute sa complexité. Créateurs de richesse et de progrès pour les uns, source de misère et de dépendance pour les autres. Mais les empires, même ceux de la finance, ne sont pas éternels. Au début du XXe siècle, le monde change à toute vitesse. Le commerce de l'opium est finalement interdit internationalement. Les nationalismes émergent, les nations colonisées se libèrent. Et de nouvelles entités, les grandes corporations anonymes, remplacent peu à peu les dynasties familiales. La mondialisation que les Sassoon ont contribué à créer finit par les engloutir. En Chine, la révolution communiste de 1949 met un terme brutal à leur règne. Tous leurs biens sont saisis par le nouveau régime. En Inde, après l'indépendance, leur influence s'efface progressivement. À Londres, la famille se fond dans le paysage. Les héritiers deviennent des financiers discrets, des membres de la haute société. Et leur nom se dilue dans les conseils d'administration des grandes banques et institutions. L'empire visible des Sassoon a disparu. Mais leur héritage, lui, est partout. Ils ont été les pionniers d'un monde où le capital circule plus vite que les armées et les lois. Ils ont prouvé que le pouvoir ne dépendait plus des rois et des terres, mais du crédit et de l'information. Aujourd'hui, quand on observe les géants de notre époque, que ce soit Amazon, BlackRock ou Tencent, on retrouve l'ADN des Sassoon. Des empires sans frontières, sans loyauté nationale, régis par une seule règle, l'efficacité absolue. Les Sassoon n'ont pas seulement bâti une fortune, ils ont créé le prototype du capitalisme global. Leur empire ne s'est pas effondré, il s'est simplement transformé. L'histoire des Sassoon est fascinante. Ils ont transformé l'exil en empire, la foi en un réseau de confiance, et le risque en une richesse inouïe. Mais leur parcours nous laisse une leçon intemporelle. Quand le profit devient la seule et unique boussole, l'histoire finit par oublier vos succès pour ne retenir que leurs conséquences. Si vous voulez découvrir d'autres histoires cachées derrière les grandes fortunes qui ont façonné notre monde, abonnez-vous. Car pour comprendre où nous allons, il faut d'abord savoir d'où nous venons. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.